chose de prévu, qu'on pourrait tout simplement rendre un processus, une procédure plutôt, des phases. Donc à la fin, on va trouver une solution, mais je parle plutôt d'une éternelle rencontre avec la différence. Et là, par exemple, on les voit normalement, il y a aussi sur la résolution du conflit, un nouveau conflit, chez nous en tout cas. Un nouveau conflit entre ceux qui ne veulent pas vivre en paix parce qu'ils se sont déjà habitués à vivre en conflit, les autres qui veulent, qui regardent la possibilité de vivre autrement. Vous voyez, dimanche prochain, il y aura les élections et on ne parle que de ça. Justement, de deux manières de voir les conflits, en restant toujours des pôles confrontés dans les conflits. Et ma lecture du conflit n'est pas celle de, bon, ici il y a quelque chose, comme vous dites tout à l'heure, normativisé, quelque chose qui est déjà clair. Non, chez nous, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire vivre sans conflit. On ne sait pas. Donc, c'est plutôt les risques qui guident la suite de cette affaire. Et là, par exemple, le problème, ce n'est pas le conflit lui-même, mais les risques de vivre, peut-être de penser à une possibilité jamais connue pour nous. Bon, je pense qu'il n'y a pas de normativité dans ces lectures-là, mais peut-être c'est ma façon de l'interpréter depuis un conflit que pour moi ça a été toujours récent, même sans les livres de façon directe, parce que moi j'ai risqué ma vie, oui. J'ai eu des situations difficiles, j'étais séquestré quelques minutes par la police, par exemple. C'était la police du pays. Bon, on dit, qu'est-ce qui passe dans un pays où les gens qui doivent protéger les autres, ils se prêtent pour un certain type de violence contre les gens qui prétendent protéger. Bon, on peut le vivre comme ça, on peut passer par des endroits où il y a toujours quelqu'un qui est autorité, pas officiel. Donc, on est dans les discours de l'État moderne, l'État-nation, on a une constitution, on a beaucoup de lois, mais la réalité nous montre quelque chose qui est le gris des catégories modernes de droits humains, des droits constitutionnels, de l'universalité de l'organisation sociale, ça ne marche pas en Colombie. Et peut-être c'est une lecture du conflit comme ça, décolonial, je pense, qui pourrait nous aider à sortir d'une autre façon de cette situation. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de normative pour ça. Il n'y a pas une normative propre à ces genre de choses. Mais ceux qui essayent de les proposer, ils sont mis dans la même logique d'inclusion-exclusion. Vous voulez changer les choses? Non. Ici, on préserve la situation, le status quo. Pour continuer cette idée de Juan Pablo à l'égard du conflit, je viens d'un pays où nous sommes formés depuis tout petit comme si nous serions des Européens blancs et nous apprenons plus de l'histoire ancienne de l'Europe que de l'histoire de l'Amérique latine. Et alors, quand on fait toutes ces études, les Indiens n'apparaissent jamais. Il y a jusqu'à maintenant, dans les têtes de l'école, un chapitre sur les Indiens qui porte sur les Indiens avant l'arrivée des conquérants. Hein? Donc, en disant, bon, il y avait des Indiens avant, mais maintenant, nous sommes tous des Chiliens.
blanc, européen, et que nous connaissons le monde à travers la science et la technologie. Alors, quand je suis venu, il y a 30 ans, encore peut-être un peu plus, pour faire ma thèse de doctorat, et à l'université où j'avais fait mes études de philo, la plupart des professeurs étaient tout à fait étonnés que je venais à Louvain pour étudier les Mapuches. Et il était plus étonné parce que je voulais faire un rapport entre la pensée herméneutique de Heidegger et sa théorie des formes discursives sur la religion et reprendre la langue des Indiens Mapuches à l'égard de leur façon de penser la religion. Alors, acabons d'aller à Louvain à étudier les Mapuches et mêler ça avec rigueur. Alors, il suffit de rester avec rigueur. Rien que ça. Ça, c'est philosophique. Oui. Alors, ça, c'est pour montrer un conflit de ma vie comme chercheur. Mais quand je suis rentré au Chili, je me suis rendu compte tout de suite, parce que je suis arrivé avant entre guillemets, la découverte de l'Amérique, les 5 siècles de la découverte de l'Amérique. Et alors, évidemment, il y avait toute une série des organisations indiennes qui ripostaient l'idée que l'Amérique était découverte. Et alors, bon, il y a tout un conflit énorme à l'intérieur de la société chilienne pour dire, mais comment il y a des gens qui nient que l'Amérique a été découverte. Il y a une discussion qui s'est prolongée durant plusieurs années. Ouais, finalement, après quelques années, j'ai commencé à travailler dans les territoires dont Noélia a parlé tout à l'heure. Et alors, évidemment, nous avons des conflits très forts à l'égard de la terre qui appartenait aux Indiens. Il n'y a que 30 ans en arrière que tout ce territoire appartenait aux Indiens. Et c'est, entre guillemets, par la force militaire que l'armée chilienne est justement conquis à la force tout ce territoire. Et dans notre histoire, on parle ça de la pacification de la Araucanie. En disant, bon, il y avait des gens qui aimaient la guerre, et alors nous sommes allés avec une armée plus puissante, et comme ça maintenant, ils sont en paix. Mais ils ont caché quelque chose de plus important, parce que le territoire des Indiens était très riche. C'est l'un des territoires plus riches qu'il y a encore jusqu'à maintenant au Chili, de tout point de vue. Et ce territoire a été volé, comme ça. Alors, quand vous parlez justement de parler des conflits, bon, j'ai toujours en tête ces questions, quoi. Bon, si on prend la langue des Indiens, qu'est-ce qui arrive avec la théologie et l'évangélisation chrétienne qui continue à dire que la religion des Mapuches est plutôt diabolique, comme soutient encore des pasteurs protestants. Et qu'est-ce qu'on fait, par exemple, avec toute sa façon de raconter l'histoire, qui est tout à fait idéologique, et comment nous pouvons penser une dette historique à l'égard des territoires des Indiens. Alors, moi, j'entends philosophe, et c'est pour ça que je pose la question jusqu'à là. Je trouve, peut-être que je me trompe, mais d'après mes études, je me rends compte qu'il y a un rapport avec quelque chose qu'on a discuté ici en Europe, sur le rapport entre un regard plus ou moins narratif de la culture et un regard plutôt normatif. Et c'est ça qu'on trouve dans mon livre, que c'est justement la portée de l'herméneutique et la question de la pragmatique. Alors peut-être que quelqu'un dira, ah bon, le professeur Salah est tout à fait européisé depuis passer quelques années en Belgique. Mais non, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important, quoi.
Parce que quand on introduit l'herméneutique, on introduit justement la récit, on introduit les mémoires, on introduit tout ce qui est dedans nos communautés indiennes et qui est tout à fait nié. Donc, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Mais je trouve, et dans ce sens, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dialoguer avec Marc Mascal, Marc Kunjad et beaucoup de professeurs qui nous rencontrons ici, parce que je trouve qu'il y a une question qui touche la normativité, hein, qui touche à une approche pragmatique, tu vois. Alors, ce n'est pas pour commencer à faire rien que de ce type européen, mais je pense que c'est ça ma façon de faire la philosophie durant mes 40 dernières années, de faire toujours la navette entre l'Amérique latine et l'Europe. Aller et revenir. Et je trouve que c'est ça qui est plus important. Hein? Connaître la tradition européenne, hein, je ne dirais pas comment dire, c'est mieux que les Européens, mais il faut dire parfois aux Européens qui ont oublié des traditions qui sont fort importantes pour nous. Mais aussi dire aux Européens bon, qu'il faut connaître mieux ce qui est arrivé dans nos cultures, dans nos concerts. Hein? C'est pas grave qu'on peut vraiment parler d'une logique interculturelle. C'est là où tu fais l'aller-retour. Peut-être cet aller-retour n'est jamais terminé. C'est peut-être ça qu'on veut faire. Je ne vois aucune contradiction entre les deux approches. C'est pour ça que je ne les vois pas. Oleg. Jean, peut-être je voulais revenir sur un point que vous avez mentionné lorsque vous avez dit que la langue est dominée et la langue est dominante. Ça m'a vraiment intéressé ce point. Et je l'ai entendu comme un écho à ce qu'on a entendu dans la première conférence, un point critique qui a été énoncé, qui était le suivant, c'est qu'il ne faut pas parler, l'intellectuel ne doit pas parler au nom des autres dominés. Il faut donner la parole aux dominés. Mais, et j'en ai dit, attention, parce que si on donne la parole aux dominés, en fait, on se rend compte qu'ils parlent la langue des dominants. Donc, problème. Mais quand vous avez fait cette observation, c'était la langue dans le sens de langue, voilà, l'espagnol, vous parlez tous l'espagnol, c'est la langue du colon, donc vous êtes piégé, etc. Mais il faut, je pense, aussi approfondir et dire que si on donne la langue dominée, il parle la langue du dominant, dans le sens où il parle libéralisme, il parle capitalisme, ça c'est aussi la langue des dominés, tu vois. Donc, ça ne va pas de soi de donner la parole aux dominés. Il faut poser la question plus profondément des conditions dans lesquelles on peut faire valoir une langue qui soit véritablement différente de la langue des dominants. Donc voilà, je pense que la question que je voulais poser à tous, c'était un peu ça, en fait. Et je crois que c'est un peu, tu vois, pour prévenir aussi peut-être à ton observation sur la différence. En quoi la différence est vraiment différente quand on donne la parole aux dominés. Tu vois, je pense que ce serait un point intéressant à discuter à ce niveau-là. De ne pas s'imaginer que tout de suite on donne et puis voilà, on est émancipé tout à coup puisqu'on a pris la parole. Vous avez déjà vu dans les textes de Mascal la différence qu'il force, mais il évoque Glissant notamment et c'est justement cette problématique qui est traitée là, entre une poétique naturelle et une poétique forcée. La différence, c'est intéressant. Il y a une différence entre poétique naturelle et forcée, entre un langage dont on se sert et une langue qu'il faut employer pour communiquer avec les maîtres. C'est la situation. Et là, vous posez la question, c'est les langues coloniales. Mais jusqu'à quel point il continue à être colonial, les langues? Si on peut voir, si on étudie les sujets de langage, les langues sont des produits qui changent en permanence. Et là, par exemple, la poétique forcée a été la voie justement pour que les colonisés peuvent passer plutôt que son message, sa pensée,
sans sentir au maître. Et là, peut-être c'est le commencement d'un dialogue possible. Mais c'est vrai que si on reste dans la symétrie dénoncée par la colonialité, on serait toujours en disant, comme Mignol, il le fait aussi, il dit l'anglais, le français et l'espagnol sont des langues coloniales. Mais là, on ne fait pas attention que les langues elles changent et que maintenant l'espagnol en Espagne, notamment le portugais brésilien, maintenant, il est plus hégémonique que les portugais de Portugal. Et les portugais, ils râlent pour ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça est devenu une langue, la poétique forcée, est devenue une langue plus hégémonique? Et peut-être c'est parce qu'on suit les mêmes logiques de la domination. On dit maintenant le Brésil il va devenir un pays. Bon, ça dépend de ce que va suivre maintenant. Normalement, mais c'est le Brésil qui devient puissant. On essaie toujours de répéter les mêmes gestes dominants. Mais les langues, elles sont, je pense qu'ils sont une ressource permanente des issues pour construire autrement. Et même si c'est en espagnol, pour nous, c'est notre cas, les Brésiliens, les Portugais, mais l'Afrique en français ou en anglais, bon, on peut parler des cas des auteurs postcoloniaux en Inde, Spivak, Chakrabarti. Ils parlent en anglais, ils sont venus venir aux États-Unis ou en Angleterre pour pouvoir mobiliser sa poétique naturelle et faire une traduction de sorte que la métropole commence à comprendre sa situation. Et c'est grâce à ça qu'on a eu une nouvelle possibilité. C'est pas parce que les langues sont déjà et il faut les classer, parce que je pense que la classification là, il s'arrête. La classification arrête une situation, elle la fixe dans le temps, et elle ne permet pas de nouvelles manières de l'interpréter. Glissant, et moi, bon, c'est pas ici que je vais parler de ça, c'est pour la semaine prochaine, mais Glissant, il propose, si on veut comprendre le monde d'une autre façon, c'est en regardant la réalité qui est complètement métisse. C'est le métissage qui a été toujours le cas. Et c'était un artifice de la modernité d'essayer de faire tout comme si rien ne changeait. Bon, c'est une critique et je vous la propose aussi parce que pour moi c'est clair, si on ne va pas dans ces voies-là, on ne pourra pas comprendre les vraies possibilités de dialogue, de reconnaissance. Monsieur. C'est une question pour Franck. Toujours dans le concept du dialogue, tu as parlé en fait de la toxicité du conflit. Or, les faits historiques de ton pays, les faits historiques de ces 60 dernières années de ton pays montrent le contraire. L'État-nation a effectivement pas seulement favorisé les minorités, il les a exclus, il les a exterminés. Donc, ta position est un peu difficile à comprendre. Bon. Oui, pour moi aussi, c'est difficile de comprendre et d'essayer de penser encore de façon optimiste par rapport à cette histoire. Ce n'est pas 60 ans, c'est depuis qu'on est pays. Mais le problème, c'est qu'on est un pays. Officiellement, on est un État. Et apparemment, il y a une nation. Mais le problème, c'est que justement, ça n'existe pas. Et le conflit n'est pas parce qu'il y a différentes nations. On habite là-bas. La grande majorité des gens qui ne font pas partie du conflit, on vit. Il y a eu aussi des rankings des pays les plus heureux du monde et on était toujours bien classés dans ces situations parce que ceux qui vont regarder les pays, qui vont aux endroits les plus
les plus appauvris, ils voient que les gens ils sourient, même malgré la situation de pauvreté. Ce que je peux lire là, et je comprends ta doute un peu de ma situation de conflit, c'est justement que là, il n'y a pas un conflit, il n'y a que deux positions qui ne veulent pas se comprendre. Et il y a toujours deux positions. Il ne regarde pas les autres possibilités qu'il y a là. C'est un peu le binarisme. Bon, le binarisme, on pourrait dire, ça sonne un peu opportuniste de dire, mais c'est le binarisme de ces modernités, mais le christianisme aussi, et chez nous, on est vraiment chrétien. Il n'y a que deux possibilités. Et ces deux possibilités, ils se sont tuées depuis toujours. On a eu presque toute la vie deux partis qui ont créé la confrontation. Mais sinon, on a 50 millions de personnes et les gens, ils veulent toujours vivre. Et ils vivent à part de ces conflits-là. On vit, même nous, on vit à part de ces conflits-là. Mais on est mené par les gens qui ont le pouvoir, qui sont les porteurs de cette colonialité de pouvoir, qui sont les héritiers de cette rationalité dominante, qui essaie de mener tout le monde à son conflit. Et là, je pense que ce n'est pas la notion de conflit dont j'ai parlé tout à l'heure. Je sais, c'est difficile, mais tous les chercheurs qui ont venu depuis toujours en Colombie, ils ne comprennent pas ce qui arrive là-bas. C'est difficile. Noelia, Yo quiero enfatizar, Sala hace la traducción. yo quiero enfatizar en prestar mayor atención a las nuevas y cada vez más sofisticadas formas de colonialidad. Esto quiere decir que tenemos que observar lo que está pasando. Hoy día, en las dinámicas de la lengua, en los términos en que lo están comentando, han evolucionado a tal punto que no solo los estados están promoviendo usos y diversidades lingüísticas, ¿no?, a través de normativas y políticas y programas. Hoy día, las grandes corporaciones transnacionales y los grandes ejecutivos de las transnacionales tienen asesores indígenas y que les enseñan a hablar las lenguas indígenas. Hoy día el capitalismo transnacional se instala en los territorios y la documentación de las grandes transnacionales está, no voy a decir llena, pero sí tiene muy presente innumerable cantidad de categorías indígenas. ¿Las entienden los grandes ejecutivos? Probablemente no, pero ahí están. Entonces, las formas de la colonialidad las tenemos demasiado estereotipadas, ¿sí? Y creo que ese es un problema, porque nos lleva a una visión estancada y estática del capitalismo, de la globalización y de las formas que éste tiene para manipular la diversidad, para hacer un uso colonial de la interculturalidad y también para capturar colonialmente todas las prácticas y la reflexión de colonial. Cuando hacemos reflexión de colonial desde este montaje académico marcadamente colonial, estamos también en la misma tensión. Por lo tanto, insisto en prestar una mirada más fina a cómo se van evolucionando, ¿no? Rápidamente, muy velozmente, estas nuevas formas de colonialidad que utiliza el capitalismo respecto de las lenguas indígenas, respecto de categorías culturales indígenas, ¿sí? Y además de las formas de relación, ¿sí?, que buscan aparentar simetría, ¿sí?, y que solo mirándolo críticamente podemos denunciar
de que no es simetría, sino asimetría, nuevas formas de asimetría. Entonces, para cerrar,